invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et une fois par mois, le troisième vendredi du mois, vous le savez, c'est jour d'échéance, une échéance mensuelle et même trimestrielle aujourd'hui. Non, une échéance mensuelle, mais oui, pourquoi je dis trimestrielle, ça n'a rien à voir. Échéance mensuelle et nos trois sorciers sont quand même là ce soir. Romain Dobré avec nous, consultant pour Bourse Direct, cofondateur de l'atelier des options. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être là. Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil est à nos côtés. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Philippe Béchade, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, nous accompagne également. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être là. Oui, je disais Romain, une échéance particulièrement intéressante à décrypter parce qu'elle a vu les grands indices actions recouper une bonne partie des pertes qui avaient été accumulées pendant la séquence de Liberation Day. L'échéance d'avril avait été quand même particulièrement négative. Pour autant, c'est une échéance qui n'a pas déclenché d'intérêt de la part des investisseurs. Non, c'est effectivement la grande question au cours de ce rebond. En tout cas, sur les futurs, donc sur les contrats à terme, on n'a pas vu tout au long de la hausse de création d'intérêt, de contrats en plus. Sur le CAC 40, on a progressé de 7%, la position ouverte a baissé de 8% et elle était déjà à des plus bas historiques. Donc, vraie question sur le sujet. Il y a un problème structurel de volume et d'intérêt sur le CAC 40 depuis longtemps. Sur l'Eurostoxx, 8% de progression, la position ouverte hier soir a baissé de 2%. Et sur le S&P qui a rebondi de 15%, la position ouverte a baissé de 4%. C'est anormal ? C'est pas logique, c'est pas fréquent en tout cas. Alors anormal, je sais pas ce qu'est la norme, mais on peut dire que probablement les gros acteurs, les grosses mains du marché n'ont pas participé à ce mouvement, à tort ou à raison. Le retail est probablement pour une grande partie de cette hausse et de ce regain d'intérêt. La donne change en tout cas, et ça c'est quand même assez remarquable. Ce qui est remarquable aussi, c'est le parcours du DAX. Ah oui. Qui Vous êtes venu avec le graphique du DAX. En vue mensuelle, c'est ça, on voit la belle bougie verte là oui, qui est incroyable la bougie déjà, et puis derrière une bougie pareille mensuelle, un gap haussier mensuel lui aussi, et de nouveau plus haut. C'est-à-dire qu'on s'étonnait un peu il y a 2 mois du manque de réaction par rapport à l'énorme plan de soutien allemand. On en voit les conséquences aujourd'hui. Donc ça c'est très très étonnant. Autre phénomène très très étonnant dans cette réaction de marché quasi instantanée, hyper rapide, c'est le changement de consensus et d'état d'esprit des opérateurs. On est passé d'un consensus qu'on décrivait au mois de mars comme assez complaisant, avec un risque de retracement des configurations qui incitaient à une prise de bénéfices. Avant le 2 avril. On était déjà dans une situation de marché, et on peut revisionner effectivement les trois sorciers du mois de mars. On parlait d'une phase de distribution depuis longtemps, et donc de risque de déclenchement d'alerte baissière. Alors évidemment, les news ont enfoncé le clou. On est passé de ce consensus à un consensus hyper négatif d'un coup, et là, en un rien de temps, on repasse à un consensus qui est très, très optimiste. On a des ratios put-call qui, sur les 3 indices que je viens de citer, sont autour de 0,7 à 0,80. Donc on est optimiste déjà, alors qu'on est tout en haut de marché et que si on regarde les graphiques de prix, le DAX est haussier, il n'y a pas d'invalidation, bien entendu. Peut-être à court terme des signes d'épuisement, de manque de momentum, de consolidation possible après 30% de rebond, même un peu plus maintenant. Ce serait légitime qu'on marque une pause, mais on n'a pas de signe de fragilité. En revanche, on a cette question effectivement de l'absence complète d'intérêt sur les futurs. Ça, c'est quand même signe que le marché s'est construit sur peu de force, peu de momentum, et on l'avait déjà vu fin 2018, début 2019. Le début du mouvement de hausse s'était formé sans intérêt, mais il était arrivé ensuite. Mais là, avec le mouvement qu'on a connu, il paraît difficile de retrouver du momentum tout de suite. Donc la séquence va être intéressante. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a déjà un gros tri qui est en train de s'opérer parmi les valeurs. Et il y avait des tentatives de rebond sur beaucoup de titres. Et on voit des titres comme Ubisoft, qui après quelques jours de rebond sont sanctionnés. Rémi Cointreau, c'est la même chose. Edenred aussi. Donc on a un tri qui est en train de s'opérer sur le marché, et la séquence là à venir va être vraiment intéressante. Qu'est-ce qu'on peut dire du S&P 500 aussi, qui renoue avec les niveaux de début d'année? Donc on a effacé le choc de Liberation Day et repris même un petit peu de terrain qui avait été perdu avant les annonces tarifaires de Donald Trump.
Bien, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est cette résilience qui est incroyable aussi. On a réagi parfaitement sur la borne basse du canal haussier de long terme. Ça reste hyper technique. On approche de niveaux top sur lesquels on avait eu de la distribution, on le voyait, mais on est allé un peu vite à la baisse. En général, les retournements de tendance comme ça mettent plus de temps. Et là, on a... Vite à la baisse ou à la hausse ? À la baisse. Ah, C'est-à-dire qu'on a baissé tellement rapidement que normalement, des structures de retournement mettent plusieurs mois à se mettre en place. Là, c'est au bout de 3-4 mois et cette accélération baissière brutale. Donc, on a un marché qui n'a pas purgé et on arrive sur des tops avec manque de momentum, manque d'intérêt. Et on peut se demander quelle va être la suite pour le S&P. Je ne suis pas sûr qu'on retrouve la même dynamique que celle qu'on trouve sur le DAX, par exemple. C'est allé trop vite pour que ce soit sain ? Jean-Louis ? Ouais, sur le SP500, j'aurais répondu waouh, c'est-à-dire c'est incroyable ce mouvement avec beaucoup de, j'ai l'impression, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais manipulation de marché par des annonces à des moments précis. C'est vraiment, à la limite, parfois, pour certains acteurs comme moi, et je connais d'autres, de l'écœurement. C'est-à-dire que c'est tellement violent, ça va tellement vite, il y a de quoi sauter. Alors, dans la diminution des... C'est particulier ce qui s'est passé. Ah oui, mais bien sûr. Non, mais moi, j'ai jamais vu ça. Jean-Louis, ça fait 30, 40 ans que vous êtes... 43. 43, bon. On en a vu des crises, des moments... Bah oui, justement. Des comme ça. Et Trump, c'est pas la première fois qu'on le voit dans le marché. Il y a un chef d'orchestre, quoi. Et quand Romain dit il y a des positions futures qui ont baissé, alors j'ai envie de lui répondre, je pense qu'il y en a qui se sont fait tarter et puis ils ont sauté de tout à la baisse puis à la hausse, et ça c'est certain. Donc au bout d'un moment, les spéculateurs, en tout cas toute la partie, alors ok, la partie arbitragiste, elle continue son job, mais la partie des spéculateurs, etc., eux, ils se sont pris des claques, une porte de saloon ou deux, et puis c'est fini. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ce sont des mouvements qui démarrent parfois, au lieu d'attendre 22 heures l'échéance, au moins des options jour, l'annonce est faite, je ne sais plus, à 18h30, et puis après la suivante, elle est faite à je ne sais plus quelle heure, puis la dernière, c'était 9h pile, l'ouverture des marchés en Europe, ils annoncent un truc pas mal, hop, le marché monte, mais il y a même l'accord entre la Chine et les États-Unis, il n'y a même pas le temps de se préparer, les derniers accords, là. Mais voilà, c'est tout le temps bizarre, donc, exploiter... Parce que le graphique, là, avec des parallèles, des parallèles, il me faut plus que 2 points que ça. Alors, ok, je veux bien. Il y en a pas mal. Non, justement, il n'y en a même pas 2. Il y en a 2 ou 3, mais ça n'est pas vraiment bien clair. Parce qu'il y en a, en tout cas, de ce que j'ai vu, là, vous voyez, 1, 2, 3, il n'y en a que 2 dans la hausse. Et dans la descente, j'en vois 2, mais ils sont tous transpercés à un moment donné. Il y en a 4 depuis 2020, en fait. Mais parce qu'on voilà, ok. Mais pour moi, ça me semble quand même... et puis après, c'est vrai, quand je remonte très loin dans le temps avec des chiffres qui partent de 3000 jusqu'à 6000... je préfère avoir un graphique en log, quoi, parce qu'au moins je vois bien les pourcentages. Oui. C'est un peu plus facile. Bon, toujours est-il que, en tout cas pour exploiter par exemple des moyennes mobiles ou des choses comme ça, c'est même pas la peine. Ça va tellement vite. Il n'y a plus de repères, quoi. Non, tout saute. Les repères de calcul mathématique, comme une moyenne mobile simple, c'est violent. On passe d'un point bas où à la limite tous les indicateurs pourraient dire faut shorter, faut vendre, enfin faut rester vendeur éventuellement, et tout d'un coup, boum. Pas le temps de dire ouf. De toute façon, les algos, ça va très vite. Ils détectent un mot, une phrase. Qu'est-ce qu'ils font ? Déjà, ils enlèvent leur vente et ils achètent. Donc, il n'y a plus rien. Et ils vont tous dans le même sens. À cela, on ajoute les pauvres spéculateurs qui courent après, qui veulent se racheter. Là, les vols, elles étaient gigantesques. Moi, j'ai discuté avec des patrons. Ils ont fait des affaires, mais inimaginables. Parce que les gens étaient prêts à payer n'importe quoi pour se couvrir. Mais n'importe quoi. Il y avait des marges 10 fois supérieures à celles qu'ils faisaient habituellement. Dans les salles de marché, ils se sont régalés. Mais ils prenaient parfois un petit peu de risque de contrepartie. Mais bon, le boulot d'un trader dans la banque, c'est de dire je te fais un prix, tac, c'est ça ou rien. Parce que lui aussi, il peut être amené à prendre un risque. Mais si l'acheteur et le vendeur, c'est fantastique. Non, c'est des marchés qui ont réagi à des annonces avec des conséquences sur la construction et donc sur la gestion du gamma, des positions complexes, etc., qu'on a rarement vues aussi violentes. Mais là, j'allais dire, c'est
c'est assaini, on a remis les compteurs à zéro, ou ce qu'on décrit là, on va en voir encore les conséquences Moi, je pense qu'on est toujours dans l'œil du cyclone. demain. D'accord. Moi, je pense que c'est pas fini, je pense. Il y a quand même beaucoup de menaces devant nous. Déjà, les taxes douanières telles qu'elles sont mises actuellement, c'est vrai qu'ils les ont presque remis à zéro, mais pas vraiment. Ah bah non, pas du tout à zéro. Elles sont à 15-17%. Oui. Non, mais je veux dire, la Chine, c'est 30. C'est plus, c'est 50. 48. Non, mais en plus. Non, mais en plus. C'est-à-dire que comme ils étaient à 145, ils sont passés à 50. Oui, venant de 145, c'est divisé par 3. Mais on va le retrouver, ça, dans les importations, etc., dans la partie. Bon, ok. D'accord. Donc, et on ne sait pas. Et le marché va être surpris par ça. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'il pourrait être surpris. Mais le problème, c'est que les algos, ils n'ont pas d'état d'âme. En tant qu'humain, quand vous achetez, vous êtes déjà en train de penser à la news qui peut arriver. C'est-à-dire, vous dites, bon, là, il annonce, par exemple, une nouvelle extrêmement violente, mais ils vont négocier. Le problème, c'est que la nouvelle, qui a été très violente à la baisse, a créé un mouvement de baisse auquel même on ne pouvait pas s'y attendre, puisque nous, en tant qu'humains, on se dit, ouais, mais ils vont négocier. Et puis, après, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il annonce la suppression... La suspension, là. Oui, pour 90 pause jours. pour 90 jours. Eh bien, là, en tant qu'humain, on se dit, oui, mais d'accord, ok, mais ils vont en négocier. Rien n'est réglé. Oui. Rien n'est réglé. Et le marché s'en fiche. Il a pris 10%. Ouais. Romain, c'est très Je voulais donner une précision sur la construction du mouvement. En fait, c'était très précis et très, très technique. On l'évoquait déjà il y a quelques temps, ce mouvement de consolidation. On sait que tous les grands mouvements de marché sont consolidés de 50 à 60% généralement. Quand on prenait la cible idéale, et on l'avait évoqué ensemble ici, c'était 4810 sur le S&P. Je crois qu'on s'est arrêté à 4836 au moment de la baisse. Donc c'était au contraire même de l'orfèvrerie technique. Et un mouvement qui était vraiment assez parfait techniquement et une réaction qui, en revanche... Sauf qu'il s'est fait en quelques heures, quoi. Mais voilà, qui est surréaliste. C'est monstrueux. Et le DAX est le plus monstrueux de tous. Ouvrir après un rallye comme ça avec un gap haussier mensuel, c'est monstrueux. Bon, alors on ne se rend pas compte, dit Jean-Louis. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais quand on est sur le marché... non, mais c'est pour ça que vous êtes là, messieurs. C'est pas la théorie. Hein. On va essayer de mettre ça en perspective. Alors... D'abord, la hausse mensuelle du DAX et du Nasdaq, ce mois de mai, c'est la plus forte hausse de l'histoire. Sur une échéance mensuelle? Ouais. La plus hausse de l'histoire, la plus forte de l'histoire. Donc le Nasdaq, c'est quoi, 17%, c'est ça? Voilà, là on a passé le cap des 17. La dernière fois, c'était avril 2020. On fait 16,3. 16,3. Mais pour faire... On a fait mieux que la reprise Covid, alors. On a fait mieux que la reprise Covid, mais surtout, avril 2020... Taux ramené de 225 à 0. Ah bah oui. All-in monétaire. Oui. Ah bah il y a une réponse de Banque centrale. Milliards, et, bien sûr, 1000 milliards par trimestre. Oui. Là, non seulement on n'a pas de all-in monétaire, il n'y a pas d'injection, on a une Fed qui ralentit petit à petit son quantitative tightening, mais qui reste quand même un peu restrictive. Les taux, non seulement ne passent pas de 225 à 0, mais il passe de 4,15 à 4,54. Et le 30 ans passe à 5%. Donc vous n'avez aucun des très très puissants dopants d'avril 2020. Et vous avez en plus de ça une hausse de taux. Et vous avez, alors là aussi c'est unique et c'est du jamais vu, et je ne pensais pas que ça soit possible, de voir dans un mois par exemple un indice comme le Nasdaq enchaîner une série de 9 séances de hausse, enfin 9 moins 1 de consolidation à l'horizontale, puis une nouvelle série de 8 séances de hausse. Donc on est à 17 séances de hausse sur 20. Vous pouvez regarder sur 100 ans. 100 ans. On vous fait confiance, Philippe. 100 ans. Vous ne trouvez pas un seul indice qui a fait 17 hausse ou stabilité. Ah, même tout indice confondu. Ouais. Hausse ou stabilisation dans le mois, aucune consolidation sur 20, ça n'existe pas. Mais la situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle. Le DAX, j'en ai une autre très très forte sur le DAX. La dernière fois qu'on a vu le DAX corriger une baisse de 25%, ah voilà, on est revenu en 2020. Donc le rebond commence le 18 ou le 19 mars. Et moins de 9 mois plus tard, et on était déjà complètement ébahis, le DAX avait effacé les conséquences du Covid. Ça, c'est le DAX est revenu quasiment à son niveau du 2-3 février avant le Covid
autour du 18 décembre. Il a fallu 9 mois. Un mois après les vaccins, quoi. 9 mois. Oui. Voilà. J'ai compté là, le DAX est remonté de 28% en 9 séances. Pas en 9 mois, pas en 9 semaines, en 9 séances. Vous prenez les 9 séances les plus haussières du DAX, vous les additionnez et vous êtes, à peu près à 28%. Tout ça, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Qui fait ce marché là? Mais c'est GameStop. Là, c'est GameStop. Vous prenez un truc en faillite, vous prenez des gens qui, d'un seul coup, se mettent à payer comme des optimistes forcenés, si j'ose dire. Les flux retail sont très importants. Très importants. C'est 40 milliards en avril. Et chaque semaine, le retail a augmenté son exposition aux actions américaines depuis le début de l'année. C'est un buy the dip permanent. C'est exactement ça. Et 50% des comptes qui sont acheteurs, en fait, ont été ouverts à partir de mars-avril 2020. Ce sont donc la nouvelle génération. C'est une génération qui n'a connu que le put Fed, que des V bottom, des reprises en V. Et pour eux, ça marche toujours. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est eux qui font le marché aujourd'hui. C'est qu'ils font le marché. Ils ont réussi à obtenir un V bottom, mais cette fois-ci, sans put Fed, sans taux ramené à zéro, sans quantitative easing, et même avec des taux qui ont pris 40 points. Si vous écrivez ça sur le papier en disant voilà ce qui ne peut pas arriver dans ces circonstances, et avec des droits de douane, je le rappelle, qui étaient de 2,5 au 25 mars dernier, parce qu'on est revenu à peu près au niveau du 25 mars pour tous les indices, sauf le DAX qui est au plus haut. Je rappelle qu'au 25 mars, les droits de douane mondiaux sont à 2,5. Aujourd'hui, au mieux, ils sont à 10. On est à x4. Donc, ce que les marchés nous disent, c'est qu'avec des taux des droits de douane minimum de 10%, 4 fois supérieurs, ça ira mieux qu'avant. Avec des droits de douane à 30-40% sur la Chine, ça ira mieux qu'avant. Et aujourd'hui, effectivement, le droit de douane moyen appliqué par les États-Unis est de 16, 2,5, 16. Et les marchés nous disent ça va aller mieux qu'avant. C'est un marché de retail. Non, mais c'est intéressant dans la structure. Depuis 2020, on a l'impression que l'acteur marginal qui fait le marché, notamment aux États-Unis, c'est le retail. Et on l'a vu, tous les CTA, les hedge funds se désensibiliser maximum au risque tout au long du mois d'avril, quand le retail, lui, continuait d'augmenter son exposition actions américaines notamment. Et quand on regarde les plans d'investissement, c'est du Nvidia, du Amazon, enfin ça reste les Palantir, etc. Ça reste. C'est le DCA, on achète sur des niveaux systématiques, sauf que ça alimente des mouvements hyper rapides et hyper brutaux. Ah mais ça, en tant qu'opérateur de marché, les professionnels doivent bien le prendre en compte. C'est un nouvel acteur de marché qu'il faut intégrer quand même dans sa façon de gérer, de traiter aujourd'hui, j'imagine. Une fois en 2020, on pensait que c'était un accident. Qu'ils aient tort, qu'ils aient raison, c'est pas le sujet. Une fois en 2020, on pouvait penser que c'était un accident. Je pense que là, ça va créer un précédent parce que il doit y avoir des questions à se poser. Il y a des éléments qui sont techniquement et graphiquement revenus à zéro, et donc de quid, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Alors, il y a un élément aussi qui est à prendre en compte dans des retracements éventuels, c'est le VIX que je voulais vous montrer. Oui, bien sûr, on a le graphe du VIX, grâce à vous. On sait, on l'évoque régulièrement ensemble, le fait que le VIX comble toujours ses gaps. Or, il en a laissé un très gros sous 36 début avril, toujours ouvert. Et puis, il en a ouvert un en début de semaine dernière aussi. Celui-là est peut-être moins grave, il aura moins de conséquences. On sait que le VIX comble toujours ses gaps. C'est pas toujours à très brève échéance. En 2021, le gap avait été comblé en 2022. Ça peut prendre un peu de temps. Mais il y a quand même cette épée de Damoclès, et on peut s'attendre dans les semaines, mois qui viennent. Oui, les tensions sont pas terminées. Ben non, et ce mouvement aussi. Il y a d'autres sujets qui arrivent. C'était la plus rapide décrue de l'histoire aussi sur le VIX. Et du VIX aussi. Donc on assiste effectivement à des changements. Et ce flux retail va être à prendre en compte. Et c'est ce qui explique probablement en partie cette absence d'intérêt du côté des futurs. Et le fait que... Parce que le retail traite moins, pourquoi est-ce que le fait que ce soit un marché retail, c'est cohérent avec l'idée qu'il y a une absence d'intérêt? Je pense qu'ils sont plus sur les stocks directement, pas sur les futurs. C'est single stock spécifique. D'accord. Ça cible les choses. Et puis surtout, sur les contrats à terme, on a l'habitude de voir des mouvements qui se mettent en place, un peu de pression baissière. Là, on n'en avait pas eu un tout petit peu au début. Et à aucun moment dans la baisse, on a eu le temps de voir le nombre de contrats augmenter parce que c'est allé trop vite. Je vous vois faire la moue, Jean-Louis, depuis tout à l'heure.
Non, mais je sais pas pourquoi vous parlez des retail comme ça, à ce point-là. Parce qu'on suit les flux retail sur le marché américain. Mais parce qu'ils n'ont aucune idée, aucun concept de quoi que ce soit. Alors ça, je ne sais pas. Ça, c'est toi qui le dis, Philippe. Moi, j'en sais rien. Je regarde des graphiques. Non, mais ils ont acheté à un moment donné à 5005, 5008, 5009, 6000 et 6100. Ils ont quand même vu 4000, 4008. Donc les gros desks de trading américains, JP, Goldman, font le point là-dessus régulièrement. Et régulièrement, depuis le début d'année et notamment au cours du mois d'avril, ils expliquent que c'est le retail qui achète chaque point bas de marché, quoi. Ouais, ils vont sur les ETF beaucoup, déjà. Ils achètent des single stocks aux États-Unis. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de flux sur les ETF. Et après, il est vrai que sur les options, c'est un peu le casino. Et ils y vont assez fort aussi, puisque ce marché a explosé depuis des années. Gigantesque. Et aux États-Unis, quand vous regardez les PO, sur des deltas de 0,3 tous les jours, c'est là où elle est la plus forte en général quand ça. Mais ils y vont à fond. Voilà, il y a une grosse spéculation. Mais aujourd'hui, les marchés me semblent pas du tout anticiper les problèmes à venir, les dégradations probables de l'économie, des échanges et de toute la réorganisation qu'il va y avoir. Donc c'est un rebond de circonstances, là. Ni plus ni moins. Moi, sincèrement, je ne sais même pas comment le qualifier. Voilà, D'accord. Je sais pas. Parce que ça a beaucoup baissé, quoi. Donc ça remonte. Non, mais je peux pas le qualifier. Je m'y attendais pas du tout. À que ça soit aussi vieux. On s'attend à tout, ok. Ça fait quand on est là depuis toujours. Mais bon, en même temps, c'est ce que je dis. Il faut être un peu émerveillé par ce qu'on voit quand même. C'est-à-dire, si on fait ce métier, c'est qu'on aime un peu jouer avec les chiffres. Garder un œil d'enfant. Voilà. Non, mais moi, je vais garder ça. Donc c'est pour ça que ça me fait pas peur de dire, je m'y attendais pas. Même si on sait que tout est possible. Alors, c'est un rebond, ouais, j'ai du mal à le qualifier. Il est incroyable. Oui, par exemple, pour moi, il y a eu beaucoup d'interventions d'initiés. La dernière intervention d'initié que j'ai vue, où là, j'ai eu le temps de me gratter la tête et de me poser des questions, c'était juste avant l'annonce du vaccin. Quand le marché vaut 4850, à l'époque, je m'en souviens bien, mais vous ne pouvez même pas imaginer. C'était une catastrophe. Le news flow, il était épouvantable. Mais on venait de 3008, hein. 4850, on avait stabilisé un peu à 4000, après un peu à 4004, bon, 4008. Je vois 4009. 4950. C'était un lundi, hein. On l'a vécu ensemble. On l'a vécu ensemble avec Romain. Je vois 5000. Et donc, du coup, techniquement, on déclenche un signal d'achat. Ça devait être 12h30. 5050. C'est ça. Un lundi. Et vous me demandiez s'il y avait encore du potentiel aussi. Et je dis oui, effectivement. Et je donne une cible. Et la cible a été touchée. C'était 5% de hausse sur les indices en direct instantanément. C'était. Là, on l'a vu se construire parce qu'ils ont acheté à 4850, 4009. Mais là. Même pas, on n'a rien vu là. Ça a été tellement violent. Mais de toute façon, je sais bien, ils interviennent via les options, les comptes à droite à gauche. Mais là, c'est un summum de manipulation de marché. Bon, pour moi. Il y a un truc qui n'est pas revenu, c'est effectivement les marchés obligataires et le dollar. Parlons-en justement. Philippe. J'allais embrayer justement sur. On a un beau graphique du dollar aussi apporté par Romain. Donc le 30 ans au plus haut depuis automne 2023 et au plus haut depuis 2001. Ouais. Oui, enfin autour de 5%. Ouais. On a fait 5% dans la séquence Liberation Day. Hein. On a vu 5% sur le 30 ans et ça a tout de suite calmé un peu tout le monde. Donc là, on est revenu sur les pires conditions de taux depuis 20 ans. Ouais, ok. Donc ça veut dire que le marché immobilier aux États-Unis, là, on vient de le recongeler. Hein, le 30 ans hypothécaire, il est repassé à 7. À plus une transaction. La dernière fois qu'on avait atteint les 5, ça n'allait pas si mal que ça dans l'immobilier. On était en 2023. On venait d'avoir la poussée inflationniste, etc. Et il y avait encore des gens qui venaient acheter de l'immobilier. J'imagine qu'ils avaient un petit peu réduit la poche actions, obligations et qui revenaient un peu sur l'immobilier. Là, on va avoir des taux à 7 avec le plus grand stock de biens à vendre depuis 2007. Ça va bien se passer. Et avec le plus grand nombre de retards de paiement sur des échéances de prêts hypothécaires, le plus haut montant ever. Voilà, c'est pire même que 2010. Voilà. Et ça, on n'en parle pas.
Bah si, on en parle. Non, et bah oui, celui nous, qui en nous, parle, c'est nous, Trump, nous, et qui voilà. nous dit qu'il veut voir les taux et les taux longs baisser. Lui qui vient de l'immobilier. Et... Voilà. Ah bah il veut voir les taux longs baisser. Dans la feuille de route, Bessent, non, mais Bessent dit le marqueur KPI de marché, avant Liberation Day, ça a été très vite les taux longs. Les taux longs doivent baisser. Chaque fois que Trump demande des baisses de taux directeurs, c'est tout de suite pour dire je veux voir les taux longs baisser. Bessent vient tout de suite derrière expliquer qu'il veut voir les taux longs baisser. Il y a intérêt parce Le que, dollar, c'est pas dit aussi explicitement. Bessent dit toujours on conduit une politique du dollar fort. On continue de conduire une politique du dollar fort. Alors que explicitement, l'administration Trump veut voir les taux longs baisser. Alors, 5% sur le 30 ans, 4,50. Maintenant, on va revenir un petit peu à 4,40, mais ça ne change pas grand-chose. On vient de découvrir que l'accroissement de la dette a été de 1000 milliards depuis le début de l'année fiscale. C'est-à-dire octobre. Ah bah ça dérive, oui, ça continue dérive de complètement. dériver. Ah bah, évidemment. 2000 milliards sur 12 mois. Oui. Voilà, donc on sait le rythme, on est à peu près à 180 milliards de plus par mois. C'est complètement démentiel. Et surtout, si les taux sont à 4,40, ça va devenir intenable. Donc on a le plus gros encours de dette avec les pires conditions de refinancement depuis, je sais pas. Enfin, Donc c'est normal de voir le dollar baisser. Le dollar va continuer de baisser. Alors là, pour l'instant, il est soutenu par les rendements, justement. Là. Ouais. Il vient Différentiel de taux quand même. il vient de rebondir. C'est une force de rappel. Mais comment les marchés tiennent alors que là, sur l'obligataire, on est à la 3e année de correction. C'est la plus longue de l'histoire. Même 80, 81, l'épisode Volcker, ça n'avait pas duré 3 ans, la correction. Donc, ça perd des sommes colossales sur l'obligataire. Les réserves des banques qu'on veut maintenant abaissé aux États-Unis, mais là, il y a des pertes non réalisées absolument phénoménales sur les T-bonds américains. Enfin, il n'y a que des choses folles depuis que le marché a commencé à rebondir. Et puisqu'on vient sur l'obligataire, et je voulais vraiment en parler, le 30 ans japonais, ça existe. Ah bah oui. Et le 40 ans aussi, parce qu'au Japon, Oui. 30 ans c'était trop court pour pouvoir acheter un bien à une époque. On avait créé du 40 ans. On est passé là en un an de 1,70 à 3,40. C'est un doublement. Tout ça, ça se fait dans un silence et une indifférence totale. Mais il y a un moment où les taux à 30 ans à 3,30 et le 40 ans à 3,40, ça va finir par contaminer la partie basse de la courbe des taux. C'est-à-dire que même si la Doge veut absolument pas bouger avant la fin de l'année, les taux au marché, ils vont faire comme aux États-Unis. Ils vont commencer à dériver. Et là, le jour où les taux commencent à dériver au Japon, ça va littéralement retourner le carry trade. Si vous avez un yen qui repasse les 139, je le dis là, je l'ai déjà dit, si le yen repasse les 139 contre dollar, et après ça file vers 132, 125, etc., on va assister à un véritable apocalypse sur le carry trade. Hein. Voilà. On avait une petite répétition en la matière au cœur de l'été. Oui, en août ça dernier. Oui. Voilà. Sur le dollar index, là, vous êtes venu avec ce graphique, vue mensuelle. Qu'est-ce qui nous apprend ce graphe, Romain ? Pour l'instant, il nous dit que c'est baissier, mais et je le dis avec beaucoup de guillemets parce que le forex c'est difficile et je me trompe assez souvent. On était dans un grand range 101, 106 depuis décembre 2022 sur le dollar. On a fait une fausse sortie par le haut en décembre dernier. Je vous avais d'ailleurs proposé le retour à la parité sur l'euro à ce moment-là. Il n'a pas eu lieu, on n'était pas très loin, mais il n'a pas eu lieu. Et on réintègre ce range et on en sort par le bas. Donc a priori, c'est baissier avec une fausse sortie par le haut. Donc la cible, normalement, elle se situe aux alentours de 95. C'est la duplication du range par le bas, tant qu'on est sous 101. Donc le schéma est plutôt baissier, mais encore une fois, je mets beaucoup de guillemets avec le forex, qui est toujours un peu particulier à analyser, qui a des mouvements et des conséquences qui sont au-delà de la lecture graphique pure, souvent. Ouais. Sur l'euro-dollar, Jean-Louis ? Là, c'est le dollar index, mais sur l'euro-dollar. Oui, voilà. Alors, donc, ça nous montre que le dollar est faible, et c'est ce qu'on retrouve évidemment sur l'euro-dollar, avec un euro qui a plutôt bien performé ces derniers temps. Dans les circonstances actuelles, la Fed aura du mal à baisser ses taux rapidement. Donc déjà, c'est vrai que ça a permis qu'il ne décroche pas complètement, mais il y a une perte de confiance quand même vis-à-vis de la zone un peu américaine. Enfin, un peu de confiance sur la zone américaine. Et voilà,
Là, on piétine pas mal quand même sur l'eurodoll, autour d'un 12. Bon, c'est acheteur sur l'eurodoll. Voilà, on pourrait peut-être voir un niveau d'alerte. Le premier niveau, à 1,10 peut-être. Ça commencerait à faire des petits warnings. Attention, il se passe quelque chose. Donc, tant qu'on est au-dessus d'un 10, il n'y a pas de souci. Le retournement de tendance, il faut un peu plus de dérive horizontale ou un peu plus de... il faut attendre un peu avant de définir un niveau. Ce sera peut-être un 0,7, quelque chose. Mais non, le premier niveau. Moi, je regarde le premier niveau à partir duquel je me dis, bon, un 10, j'attends un signal fort à la vente, et, une indication du marché qu'il n'y a pas actuellement. On reste sur un signal d'achat. Bon, après, le Forex, ce sont des mouvements qui s'inscrivent beaucoup plus dans le temps. Un cycle baissier du dollar, oui, ça dure des trimestres et une paire d'années. Les monétaires qui sont mis en place. D'ailleurs, la volatilité de l'euro-dollar, par exemple, elle est en moyenne autour de 7, 8, peut-être 9 de temps en temps. Alors que les marchés actions, c'est le double, voilà, tout simplement. Et les marchés de taux. Encore plus. Je sais même plus. Avec tout ce qui tient à une la vol de l'actif sans risque est la vol la plus impressionnante aujourd'hui. Vous vouliez dire un truc sur l'euro-dollar, Philippe, non ? Oui, et puis revenir également sur les anticipations d'inflation, puisqu'on a eu un chiffre aujourd'hui même. Oui. Profitons-en. On en a même eu d'autres concernant l'inflation avant-hier. Là, aujourd'hui, dans l'enquête sur le moral des ménages, l'anticipation d'inflation aujourd'hui est à 7, est au-delà de 7. Elle est à 9 chez les Républicains et à 9 chez les démocrates et à 1 chez les Républicains. Voilà, mais parmi les personnes sondées, voilà, on est plutôt autour de... Il y a 8 points d'écart entre ce que pensent les Républicains et les démocrates quand on les interroge sur la question de l'inflation à 1 an aux États-Unis. Donc les démocrates, à mon avis, ont des voitures électriques, donc ils ne sont pas passés à la pompe, donc ils n'ont pas vu effectivement le prix du carburant baisser. Et là, je rebondis, bien sûr. Non, c'est les... Qu'est-ce que je dis ? Oui, c'est les Républicains qui ne voient pas d'inflation. Oui, c'est bien ce que je dis. Oui, c'est ça. Les démocrates, eux, ça ne les touche pas parce que eux, ils ont des Tesla, n'est-ce pas ? Ils sont planet friendly. Donc, ils ne sont pas passés à la pompe. Ils n'ont pas vu le prix du gallon retomber en dessous de 40. Et donc, ils ne voient pas que l'inflation, évidemment, va rester à 1 grâce à la baisse du prix des carburants. Sauf que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que les États-Unis vont appliquer des droits de douane de 10% à tous leurs amis, ceux qui sont gentils, friendly, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire Amérique du Sud, Royaume-Uni. L'Europe, on sait que, attention, la Suisse et l'Allemagne, ça va peut-être pas être que 10. Donc ça veut dire qu'on va bien avoir au moins 7 ou 8% de hausse des prix importés aux États-Unis, quoi qu'il arrive. Même avec les plus gentils, les amis des États-Unis. Quand ça va arriver de la Chine, si c'est toujours 25%, là, je peux vous dire que l'inflation, elle va quand même... Walmart ou d'autres ont déjà indiqué un peu ce qui allait se passer dans les étals des magasins d'ici la fin du mois de mai. Y aura-t-il des jouets à Noël, n'est-ce pas ? Voilà. Oui. Donc on est sur des anticipations d'inflation du marché qui, évidemment, sont totalement aux antipodes de ce que les indices boursiers attendent. Mais mieux, rappelez-vous que le 25 mars dernier, le Nasdaq est pas loin de ses records. On n'est pas du tout sur des anticipations de récession aux États-Unis. On ne parle pas du mot, on ne parle pas de ce terme-là, puisqu'on commence à l'évoquer le 2 avril. Et là, aujourd'hui, on a un baril de Brent qui est à 64, qui était à 75. Donc, on a, par rapport au 25 mars, quand les choses allaient bien, on est quand même en baisse de 15%. Autrement dit, le marché de l'énergie... Alors, l'OPEP nous a fait une petite surprise aussi, en indiquant qu'il y aurait beaucoup plus de barils remis sur le marché que prévu à partir du mois de mai ou juin. C'est une différence importante. Il y a peut-être un message. Puis il y en a un autre aussi. Trump rentre triomphalement d'Arabie, Émirats, Qatar, avec 2500 milliards de commandes. Des cadeaux. 4000 milliards, il revient. Ouais, bref. Qui a rapporté 4000 milliards. J'ai rapporté 4 000 milliards. Oui. Mais ça veut dire surtout que pour l'Arabie Saoudite et notamment le Qatar, ils vont acheter des choses avec leurs dollars. Donc une fois qu'ils les auront achetés, ils en auront moins. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une façon assez sympathique de se délester de ces dollars et de ces T-bonds
on achète du Boeing, on achète quelques armes dernier cri. Ça coûte très cher, mais au moins on a fait quelque chose de ces dollars et après on verra s'ils les reprennent. Bah tiens, vous êtes venu avec Boeing aussi, Romain. Le graphique de Boeing. Mais oui, parce qu'il fallait montrer des choses positives, des trucs à faire, quoi. Des choses à faire et puis des changements peut-être dans le marché. Il y avait le CAC Small et puis il y a Boeing, effectivement. Ouais. Boeing, c'est intéressant la construction parce que c'est un titre qui est plombé pour les raisons qu'on connaît bien depuis 2020. Covid pour commencer, puis tous les problèmes techniques liés au 737 MAX. Qualité. Et graphiquement, c'était impeccable, bloqué entre 121 et 260,50. Et regardez la dernière impulsion baissière, celle du mois d'avril, elle n'est pas allée chercher 121. Et en plus, à l'intérieur de la structure, on forme une petite figure de retournement haussière avec du volume. Et le titre a rebondi de 60% depuis son point bas d'avril. Donc ça fait partie des titres qui ont de l'intérêt. Si en plus il y a des commandes, eh bien il se pourrait que Boeing sorte de cette longue congestion et reparte. Donc un pari qui n'est pas encore validé. C'est le retour des morts vivants, quoi. Alors. Exactement, et il y a pas mal, et je pense que ça va être aussi le jeu maintenant. On voit, pour parler d'autres secteurs, que Burberry a bien publié, a bien progressé. Il y a une recovery possible. Richemont prend 7%, mais regardez les valeurs du luxe à Paris aujourd'hui, elles sont à l'équilibre. On n'a plus cette dispersion, cet effet d'entraînement. Non, c'est très spécifique désormais. Picking, et il va falloir aller chercher des... Et CAC Small, alors, ça se passe mieux quand même. CAC Small, ça surperforme, et c'est en train de sortir de cette longue congestion en triangle symétrique qui datait de juin 2022. On est, ça y est, sorti par le haut. Ça laisse un vrai potentiel haussier. On voit sur pas mal de dossiers, pas mal de titres. Donc là, encore une fois, à court terme, après la sortie, peut-être qu'on va avoir besoin de consolider un peu, mais le mouvement, et cette fois-ci... Mais là, le marché va aller chercher les losers, là. Alors les losers ou les bons dossiers. Les losers d'hier, oui. Alors voilà, ou les bons dossiers. Et c'est là où il va falloir trier. Il y a par exemple en ce moment un mouvement hyper important sur tout ce qui parle de crypto-monnaie. Tous les titres qui sont liés à la crypto-monnaie, eh bien, payent. Il va y avoir du tri à faire évidemment dans ces dossiers-là. Pour l'instant, c'est CBI, Blockchain Group qui ont explosé de 600% en quelques jours. Voilà, donc il y a du cash et il se passe quelque chose sur ce segment-là. Il va y avoir du tri à faire, il va falloir faire un peu attention, mais il y a quelques beaux dossiers qui sont manifestement payés et de l'intérêt. Sur les small, Jean-Louis ? Sur les small, pas grand-chose à dire. Non, mais moi, ce que je regardais, c'est parmi... tout à l'heure, vous disiez, ils payent les losers. Et c'est vrai que même... Moi, j'aime bien regarder ABC, mais dans le groupe A, par exemple, les plus fortes reprises dans le mois, c'est Forvia, plus 35. Un peu comme loser, c'était une valeur qui s'était fait massacrer. L'auto, oui. OP Mobility, Montrigano, STM. Pas l'auto, mais elle s'était fait massacrer. Bien sûr. Elle a repris quand même 27%. Stellantis a repris 27%, Soitec 23%. Bon, voilà, on voit qu'ils sont allés, en effet, chercher des valeurs qui étaient... Les plus massacrées, quoi. Voilà. Alors, en général... Et ça, c'est... Oui, ça... en général, quand on va chercher les valeurs comme ça, pas très, on va dire... C'est une prise de risque maximale. Sur le plan fondamental, c'est qu'on ne sait plus trop quoi acheter, quoi. Bon, alors c'est vrai qu'il y avait des Safran qui s'étaient cassé la figure, donc elle fait partie des reprises aussi importantes, et c'est une excellente, magnifique valeur. Mais il y a beaucoup de valeurs, il y a de quoi se gratter la tête. De toute façon, on le voit, hein. Tout à l'heure, tu citais Danred qui a rebaissé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est bien remontée, et puis... Et dès qu'il y a un peu de tension, dès qu'il y a un peu de doute, boum, il retape. Pareil, ça tient pas. Voilà, il les tape très fort dans les deux sens, quoi. Et les small, dans les grands cycles, c'est souvent le dernier mouvement. Alors, ça peut mettre du temps, mais c'est en général c'est le dernier. Le CAC Small fait au moins 2 fois la perf du CAC là aujourd'hui, depuis le début de l'année. C'est à peu près cette ordre de grandeur. Donc voilà, mais ça peut durer. C'est pas la... C'est en tout cas un mouvement qui se met en place et qui cette fois-ci, a l'air plus solide que les autres, mais bon, on l'a dit. Pas maison du monde. Hein. Alors, moi, je vais vous parler de la valeur de la semaine, du mois, du trimestre, de l'année, des 6 derniers mois. Rheinmetall. Rheinmetall, qui atteint aujourd'hui les 180% de hausse depuis le début de l'année, qui fait 2 fois 100% de hausse. C'est notre Nvidia. Voilà, c'est 100% de hausse depuis le 10 avril dernier, qui se paye donc aujourd'hui, en prenant l'hypothèse optimiste d'un chiffre d'affaires à 12 milliards en 2025, donc 2 fois celui de 2024, qui se paye quand même 6,5 fois son chiffre d'affaires. Aucune industrielle allemande, on en revient toujours à ça n'est jamais arrivé, aucune industrielle allemande ne s'est payé plus de 3 fois son chiffre d'affaires depuis, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. Donc, je cite Rheinmetall parce que quand je vous parlais tout à l'heure de GameStop,
on a l'impression que c'est un petit peu ça. Ouais. Les gars, ils sont sur GameStop, ils sont sur Rheinmetall, ils sont sur Palantir, ils connaissent rien, ils savent pas ce que la boîte fait, ils savent pas quels sont ses clients, ils ont des graphiques, ils ont des programmes, et ils payent. Rheinmetall, ça ne peut pas s'expliquer, même si vous dites que l'Allemagne va mettre 5% de son PIB pour fabriquer des armes. Il y a très peu de valeurs pure player de la défense, de l'industrie d'armement, donc c'est pas non plus un secteur massif en bourse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelques valeurs. Pour 180% oui. De hausse, fois 3,6 en 6 mois, cours multiplié par plus de 3,5. Voilà, bon, vous pouvez prendre n'importe quelle méthode d'évaluation, vous ne pouvez pas expliquer, sauf si vous êtes dans un contexte GameStop. Bon, 30 secondes chacun, le mot d'ordre là, pour la suite. Stock picking, CAC small, et garder du cash parce qu'il y a ces gaps qui sont un peu inquiétants. On va probablement devoir consolider et on va y voir plus clair à mon avis relativement rapidement, mais là il faut être un peu... La poussière n'est pas retombée, quoi. Non, pas complètement. Je suis pas forcément négatif, mais on est monté trop vite, très rapidement, et on est très optimiste et il n'y a pas eu de soutien. Ça peut arriver, mais là, c'est pas lisible et il va falloir sélectionner vraiment les dossiers. Moi, je dirais opportuniste et achat de volatilité. Qui a bien baissé, effectivement. Oui, on est complètement d'accord. Et moi, évidemment, je surveille le yen dollar, et je regarde aussi là la trajectoire des taux d'intérêt. Ça, c'est quelque chose qui écrase la prime de risque sur les actions, et ça continue de payer. Bon, il y a un moment où je pense qu'il va se passer quelque chose. Enfin, voilà, il s'est passé quelque chose le 10 avril. Se passera-t-il quelque chose le 20 mai J'en sais rien. Bon, en tout cas, on sera là le 20 juin pour en parler. Messieurs, prochaine échéance mensuelle avec vous. Merci beaucoup Philippe Béchade, président des Éconoclasses, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options, et Jean-Luc Hussac, trader et formateur chez Perceval Finance Conseil.